nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Un hôtel luxueux et décadent sur une île paradisiaque de la Méditerranée. Si t'es pas venu chez Pike, t'as rien vu d'Ibiza. Son propriétaire est un playboy et un aventurier de légende. Au bas mot, on attribue au moins 3000 maîtresses à Tony Pike. Quand on lui propose de racheter son établissement, Il me proposait 5 millions de dollars en espèces. l'offre s'avère trop belle pour être vraie. C'était une escroquerie très bien ficelée depuis les USA et qui s'est froidement terminée en meurtre. Voici une histoire incroyable mais vraie entre Miami et la mer Méditerranée, entre escrocs professionnels, femmes sublimes et avidité. C'est tout de suite dans Crime en haute société. Sur les îles qui parsèment Miami vivent les membres les plus riches de la jet set. C'est un univers de villas luxueuses, de yachts, de belles femmes et d'égos surdimensionnés. Le soir du 16 février 1998, un véliplanchiste trouve le corps sans vie d'un homme sur une plage de Key Biscayne. La victime a reçu 2 balles dans la tête. La première balle a été tirée à quelques mètres derrière et la seconde à bout portant dans la nuque, comme une exécution. Je n'avais jamais enquêté sur un assassinat de ce genre. La police retrouve un bracelet et un visa qui lui permettent d'identifier la victime. Dale Pike avait 43 ans et venait apparemment d'arriver à Miami depuis l'île espagnole d'Ibiza. Ibiza est aussi un refuge où les plus fortunés aiment venir prendre du plaisir. Le père de la victime, Tony Pike, y possède un hôtel réputé. Tony Pike et son hôtel sont légendaires. Des célébrités du monde entier disent y avoir séjourné et fait la fête. Mais tout à coup, un père voulait savoir qui avait tué son fils. Cela fait des décennies qu'Ibiza est un lieu de villégiature privilégié des riches et célèbres en quête de plaisirs en tout genre. Les plages y sont belles, les boîtes de nuit toujours ouvertes et les substances illicites y abondent. Sur cette île, synonyme de décadence et d'excès, Tony Pike était le roi de la fête. Enchanté. J'avais 9 championnes islandaises autour de moi. Après la photo, elles se sont mises à l'aise. C'est une légende. Son hôtel a accueilli des stars du rock Ça, c'est Bon Jovi. Là, c'est Julio Iglesias. et de riches jet-setters en quête de rencontres. Si vous étiez un peu connu, vous deviez séjourner chez Tony Pike. Les fêtes que Tony Pike a données en l'honneur de Julio Iglesias ou Freddie Mercury duraient des nuits entières. C'était la bonne époque, mais c'était fou. Tony Pike n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Il a grandi pauvre en Angleterre avant de s'engager dans la marine à 14 ans. J'ai pris 12 cm la première année en mer, juste parce que je mangeais à ma faim. À 19 ans, il s'installe en Australie avec sa femme qui lui donne 2 fils, Dale et Bradley. Mais la vie conjugale n'est pas son fort. Il part faire le tour du monde, allant d'aventure en aventure et de femme en femme. Il est photographe en Afrique ou capitaine de bateau en Thaïlande. En 1974, Tony se retrouve seul en mer sur un radeau avec un mannequin. Elle m'a dit que mourir en mer ne l'aurait pas dérangé si elle avait pu m'épouser avant. Alors je lui ai dit qu'en tant que capitaine de navire, je pouvais prononcer un mariage. Cette histoire est un des piliers de la légende de Tony Pike. Je lui ai promis fidélité. Mais bon, c'était une promesse facile, perdue au milieu de l'océan. On a été secourus cette même nuit. La photo a été prise à notre retour. Ça aurait dû être parfait. Mais le mariage ne dure qu'1 an. Je n'ai pas été sage. Quelques années plus tard, Tony et sa compagne de l'époque débarquent à Ibiza. Ils achètent une vieille ferme qu'ils retapent seuls pour en faire un hôtel.
Tout le monde m'a traité de fou. La ferme était perdue dans la campagne, sans route, sans tout à l'égout, sans eau ni électricité. Au départ, c'était connu pour être un lieu original et pittoresque. Le premier événement a été la venue de George Michael pour le tournage du clip de Club Tropicana. C'est moi qui secoue le shaker sur la vidéo. Elle a été élue clip de l'année et tout est parti de là. George est devenu célèbre, moi aussi, et l'hôtel aussi. Mais au cours des années 1990, les affaires faiblissent et Tony approche la soixantaine. Il aimerait léguer l'hôtel à ses fils, Dale et Bradley, mais ne les croit pas capables d'assumer cet héritage. Mes fils sont des types formidables. Attention, mais ils sont comme moi, très individualistes. En revanche, ils ne sont pas bosseurs. Dale, son aîné, a déjà travaillé plusieurs fois à l'hôtel, mais l'expérience ne s'est pas avérée concluante. Dale voulait être son père. Le problème, c'est que dans un poulailler, il ne peut y avoir qu'un seul coq. 2 coqs, ça ne fait pas bon ménage. En 1992, Bradley vit en Australie et Dale en Malaisie. Tony commence à envisager de vendre son établissement. Il cherchait une sorte d'associé fortuné ou d'investisseur. Et il va trouver exactement ce qu'il recherche en la personne d'un jeune homme d'affaires allemand, Thomas Knoth, qui descend un jour à l'hôtel. Knoth, 26 ans, raconte qu'il a été joueur professionnel de tennis avant de faire des affaires. Des affaires dont il ne précisera jamais la teneur à son hôte. Il avait atterri dans son propre jet privé. Il sentait l'argent à plein nez, il fallait voir ça. Avec son habitude de distribuer des billets de 100 $ comme pourboire, le personnel de l'hôtel le remarque vite. Tout le monde était très heureux qu'il séjourne chez nous. Tony se décide à aller accueillir son client dépensier. J'ai frappé et il m'a dit d'entrer. J'ai ouvert la porte et il était là en peignoir, avec une fille penchée entre ses jambes. Je lui ai dit que je reviendrais plus tard, mais il m'a dit de rester et qu'il avait bientôt fini. Alors je suis resté sans savoir où me mettre. J'avais pas envie de regarder, mais bon, il a fini par se relever. Et il m'a dit qu'il était ravi de me rencontrer et on s'est serré la main. Voilà l'histoire. Aucun de nous, je pense, ne se doutait de quoi l'avenir serait fait. Thomas Knoth dépense plus que n'importe qui chez Tony. Il ne boit que le champagne le plus onéreux et vit dans la suite la plus chère. À ses côtés, Tony Pike a vite oublié ses années noires en Australie quand il courait après le moindre sou. Tony a pris Thomas sous son aile et d'après ce que nous savons, il le présentait à ses amis et ses connaissances comme un de ses fils, tout simplement. J'étais assez vieux pour être son père. Et contrairement à mes fils qui n'avaient pas fait grand-chose de leur vie, Thomas avait déjà très bien réussi. Très vite, Knoth propose à Tony de lui acheter l'hôtel et de devenir son associé. Il m'a dit « Tu ne me connais pas, mais je suis un gourou de la finance. J'ai une idée qui pourrait te rendre riche. Toi, tu fais tourner l'hôtel, moi, je m'occupe de la caisse. » Knoth convainc Tony de réaménager l'hôtel et lui promet de payer les travaux plus tard. Puis, il repart brusquement en Allemagne. J'ai essayé de le joindre, impossible. J'ai téléphoné, envoyé des fax, des emails, et il ne répondait pas. Jusqu'au jour où il m'a appelé pour me dire qu'il avait été arrêté par la police. Et qu'on l'avait condamné à 4 ans de prison. Thomas Knoth était en fait mêlé à ce qui reste à ce jour la plus importante fraude financière que l'Allemagne ait connue. 14 affaires de détournement de fonds et plusieurs fraudes à la carte bleue, toutes liées à des transactions immobilières douteuses. Si une personne avec qui je dois faire affaire était mise en prison pour fraude, je serais plutôt soulagé d'avoir échappé au pire. Mais Tony se revoyait jeune homme en Thomas Knoth. Il l'appréciait et cette faiblesse allait malheureusement s'avérer dramatique. Allô? En 1997, Thomas Knoth ressurgit dans la vie de Tony Pike. Knoth vient de sortir de prison en Allemagne après y avoir passé 3 ans pour fraude. Il s'est installé en Floride et aimerait revoir Tony.
Il m'a supplié de venir le voir, qu'il paierait tout, l'avion, la limousine pour venir me chercher. En novembre, Tony laisse sa 4e femme à Ibiza et décolle vers Williams Island, près de Miami. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai tout de suite compris que j'étais dans un autre monde. C'était évident. Un vrai petit ghetto de riches. C'était un endroit agréable. C'est un quartier ultra protégé et exclusif. On l'a parfois surnommé la Côte d'Azur floridienne. Williams Island a été construite pour les riches. Knott prétend y travailler dans l'immobilier et semble dans son élément. Malgré la prison, il n'a rien perdu de son aura. Son appartement était rempli de pin-up blondes légèrement vêtues qui se promenaient autour de vous comme si de rien n'était. Tony s'installe chez son hôte qui l'abreuve de plaisirs divers et variés. Ils sortaient sur South Beach, dans des restaurants luxueux. Ils écumaient les bons quartiers de la ville. Et à chaque fois, Thomas réglait la note. C'était un hôte incroyable. Je n'avais même pas le droit de lui payer un verre. Il me l'interdisait. En gros, Knott menait, comment dire, une véritable opération de charme sur Tony. Et bien entendu, le jeune homme reparle de son idée de s'associer avec Tony pour gérer l'hôtel. Malgré son passé criminel récent, Tony accepte l'offre. C'était un brave garçon un peu fou. Tony croyait énormément en Thomas Knott. Énormément. Mais un nouveau joueur va entrer dans la partie. Je nageais dans la piscine et j'ai remarqué ce type chauve qui jouait avec ses 2 enfants. Cet homme, c'est Enrico Forti, un homme d'affaires italien. Ses amis l'appellent Chico. Il est marié à un ancien mannequin, Heather, qui lui a donné 2 filles. Ancien champion de planche à voile en Italie, Forti s'est lancé dans les affaires. D'abord comme producteur de télévision pour la chaîne sportive ESPN, puis dans l'immobilier. Quand je l'ai rencontré, il possédait plusieurs appartements à Williams Island pour une valeur de plusieurs millions de dollars. Paul Steinberg est un ancien sénateur américain. Il est l'avocat et l'ami de Forti. Il avait des relations. Il connaissait personnellement le prince régnier de Monaco. Je l'ai vu l'appeler en ma présence une fois. Tony et Chico deviennent amis et très rapidement, l'hôtel est au centre de leur discussion. Tony Pike perdait de l'argent. Il devait rembourser plusieurs emprunts. Une de ses ex-femmes prétendait qu'une partie de l'hôtel lui appartenait. Chico était un promoteur dans l'âme, alors il lui a proposé son aide. Les 2 hommes d'affaires vont rivaliser de cadeaux pour s'attirer les faveurs de Tony. Chico m'a demandé si j'avais une voiture et je lui ai répondu que non. Le soir même, je buvais l'apéritif chez Thomas quand Chico a débarqué et m'a lancé un trousseau de clés. C'était celle d'une Rolls-Royce. Un modèle de collection de 74 très recherché. Quand je me suis assis dans ce siège en cuir, j'étais comme un gosse. Quand Knott voit la voiture, il surenchérit. Il m'a dit, t'as pas besoin d'une vieille Rolls, il te faut une voiture neuve. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je lui ai dit que j'avais toujours rêvé de conduire un coupé Mercedes et il m'a dit qu'il allait m'en acheter une. Quand j'ai dit à Chico que Thomas m'avait acheté ce coupé, il m'a demandé si je ne préférais pas une Bentley décapotable. C'était le top du top à mes yeux. Ces 2 hommes d'affaires ont dépensé sans compter pour impressionner Tony Pike, qui profitait du moment. Mais cette concurrence amicale allait vite révéler son caractère hautement néfaste. Chico m'a dit qu'il avait entendu parler de l'accord que j'avais passé avec Thomas et que ça ne se ferait jamais. Forti avoue à Tony que Knott est fauché et qu'il tente de l'escroquer. Il n'a rien. Tout ce qu'il te dit, c'est du vent. Il m'a demandé si je voulais vendre l'hôtel et j'ai répondu que ça dépendait du prix. Il m'a demandé combien et j'ai dit que je ne descendrais pas en dessous de 5 millions de dollars. Et il a dit banco. Dans cet accord, Tony reste gérant et Forti devient le gestionnaire. Tony gardait tous ses privilèges et Enrico Forti devait lui verser plusieurs millions. Pour l'éloigner de Knott, Forti installe Tony dans un appartement près du sien.
Peu de temps après, Tony tombe malade. C'est une rechute d'une maladie tropicale qu'il avait contractée lors d'un séjour dans le Pacifique. Il a de la fièvre, il est vulnérable. Je n'étais pas moi-même, j'étais sous médicaments. Une nuit, Forti a débarqué chez moi pour me faire signer des documents. J'avais pris des somnifères et bu de l'alcool. J'ai signé 13 documents. À Ibiza, le directeur de l'hôtel, Antonio Fernandez, commence à s'inquiéter. On avait beaucoup de difficultés à avoir Tony au téléphone. Fernandez soupçonne Forti de quelque chose et veut en alerter Tony. Je me souviens lui avoir dit de ne rien signer et de ne prendre aucune décision définitive avant d'en avoir parlé à ses fils. Je n'ai écouté personne. J'étais tout seul et je ne voyais pas en quoi il pourrait m'aider. À Miami, Tony égare certaines de ses cartes de crédit. Il demande à Fernandez de lui en envoyer de nouvelles chez Thomas Knott. À chaque fois que je lui envoyais une carte de crédit, elle n'arrivait jamais. Et plus tard, on s'est aperçu que son compte en banque avait été vidé. Après 2 semaines aux États-Unis, Tony rentre à Ibiza et découvre qu'il a un découvert de $100 000 sur son compte bancaire. Il comprend que Forti a dit vrai et que Thomas Knott l'a escroqué. Knott avait pris les numéros de carte de crédit et payait divers achats courants avec. Tout l'argent qu'il dépensait pour faire plaisir à Tony, à ses amis et à lui-même était celui de Tony. Je me suis senti tellement bête après coup, mais là-bas, il me couvrait de cadeaux. Il me flattait. Pendant ce temps, Forti arrive à Ibiza pour conclure l'achat de l'hôtel de Tony et lui promet de l'aider à récupérer l'argent que Knott lui a dérobé. La vente se fait en quelques heures. Ils avaient l'air très heureux d'avoir conclu l'affaire. Ensuite, Chico Forti m'a donné $100 de pourboire et m'a dit « À partir d'aujourd'hui, Monsieur Pike est le gérant de l'hôtel, mais le patron, c'est moi. » Cette fois, Fernandez réagit. Il appelle les 2 fils de Tony, Bradley et Dale, tous 2 en Australie, et leur dit que leur père est en train de se faire escroquer. Le directeur leur a dit qu'il fallait qu'au moins l'un d'eux vienne aider leur père à démêler ses problèmes financiers, car il pensait qu'il était en train de se faire arnaquer. C'est Dale qui décide de rentrer. Mais quand il arrive à Ibiza, Forti est déjà reparti. Il m'a dit qu'il y avait un truc louche, et je lui ai répondu de ne pas se mêler de choses qu'il ne comprenait pas. Je n'avais jamais su lui accorder le moindre crédit. C'était un gosse pour moi. Dale convainc tout de même son père de rencontrer à nouveau Forti et Knott pour mettre les choses au clair. Il décide de prendre un avion pour Miami le 14 février. Mais au dernier moment, Tony ne peut pas voyager. Dale part tout seul. Son père doit le rejoindre quelques jours plus tard. Dale avait le sentiment qu'on abusait de son père et comptait bien mettre fin à ses manigances. Et c'est ce qu'il a essayé de faire. Il ne m'avait pas dit ce qu'il comptait faire, sinon je l'en aurais empêché. Dale Pike n'avait jamais réussi à égaler son aventurier de père jusqu'alors. Il avait une chance de faire ses preuves, mais il allait en payer le prix fort. Le 14 février 1998, Dale Pike se rend donc à Miami pour mettre de l'ordre dans les affaires de son père. Il appelle Tony durant son escale à Madrid. Il voulait me prévenir que son vol avait eu 1 heure de retard, mais qu'il allait embarquer. Il comptait m'appeler une fois à Miami, mais il avait eu envie de me dire qu'il m'aimait. Je lui ai répondu « Je t'aime aussi, fils ». Voilà les derniers mots que je lui ai dit. Dale s'était fixé la mission de protéger les intérêts de son père, mais il ne se doutait pas de ce qu'il attendait à Miami. L'accueil allait être tout sauf chaleureux. 2 jours plus tard, le 16 février, David Suchinski, un véliplanchiste, finit tôt sa journée de travail pour se rendre sur une île isolée de Key Biscayne. Il y avait pas mal de vent. La plage était déserte. C'est parti! En se dirigeant vers l'eau, il remarque des traces suspectes dans le sable.
À peu près de la largeur des épaules. Et ça remontait depuis l'eau et puis ça tournait par là. Ce qui m'a le plus alarmé, c'était tout ce sang dans le sable. Mais Suchinski est venu faire de la planche à voile et décide de se mettre à l'eau. C'est vers 18 h, après avoir démonté son matériel sur la plage, qu'il va découvrir l'origine des traces. J'étais en train de ramener mon matos et j'ai tourné la tête vers le fossé et là, le choc. Il y avait un corps, livide, gisant à plat ventre dans 15 cm d'eau. J'ai paniqué et je me suis enfui. Je me disais que celui qui avait fait ça était peut-être dans le coin et je n'avais pas envie de connaître le même sort. Alors j'ai filé. Mes hommes se sont rendus sur les lieux à la tombée de la nuit, ce 16 février. Un des premiers arrivés sur la scène de crime est Lázaro Fernández. La première piste que ça m'a évoquée, c'est que c'était un crime à caractère homophobe ou sexuel. La nuit, cette plage est fréquentée par des couples hétéros ou homos qui viennent y avoir des rapports sexuels. La première balle l'a mis à terre et la seconde a été tirée à bout portant, derrière la nuque, à la manière d'une exécution. Sur la plage, les enquêteurs recueillent plusieurs indices permettant d'identifier la victime, dont un bracelet épelant le mot Pikes et un visa. Dessus, il y avait les mots Pike et Iberia. Iberia est une compagnie aérienne. Nous avons donc consulté leur listing de vol qui nous a appris qu'un certain Anthony Dale Pike avait pris un avion de cette compagnie de Madrid à Miami la veille de la découverte du corps, soit le dimanche soir. Les enquêteurs découvrent que Dale a mangé à bord à 16 h et atterrit 1 heure plus tard. L'autopsie a révélé qu'il venait de manger. Donc, il avait été tué quelques heures seulement après sa descente d'avion. Hôtel Pike, bonjour. La police appelle l'hôtel à Ibiza et s'entretient avec le directeur, Antonio Fernandez. Ce monsieur nous a confirmé que Dale Pike avait bien pris un avion le dimanche, la veille de la découverte du corps donc. Il était parti d'Ibiza via Madrid pour rejoindre Miami, où il devait rencontrer 2 hommes pour régler une affaire. Après avoir parlé avec Fernandez, la police contacte Bradley, le frère de Dale, en Australie. C'est lui qui nous a dit que son frère avait décidé de se rendre à Miami pour confronter ces 2 hommes d'affaires qu'il soupçonnait de vouloir escroquer leur père. La police découvre que Quenot et Forti vivent à Williams Island. Quenot semble introuvable, mais les enquêteurs retrouvent la trace de Forti qui prend contact avec eux. Il a demandé si Dale était mort, et je lui ai dit « Tiens, c'est marrant que vous posiez cette question-là ». Forti déclare à la police qu'il ne pouvait pas être à Key Biscayne la nuit du meurtre, car il était justement à l'aéroport pour retrouver Dale, mais que ce dernier n'était jamais descendu de l'avion. Dès qu'il m'a dit que Dale n'était pas dans l'avion, mon instinct m'a dit qu'il me racontait des salades. Forti devient un suspect aux yeux de la police qui découvre dans la foulée que Tony Pike doit atterrir à Miami quelques heures plus tard pour rencontrer l'homme d'affaires. Il y avait un risque que Tony soit en danger. La police décide de le protéger, espérant par là même mettre Enrico Forti sous pression. On a déguisé Tony en employé de la compagnie aérienne pour le faire descendre de l'avion. On l'a mis dans une voiture et on l'a emmené dans un hôtel où on l'a mis sous bonne garde. Simultanément, on avait une équipe qui surveillait Enrico Forti, qui était venu attendre Tony dans le hall des arrivées. Quand il a vu que tous les passagers étaient sortis et que Tony Pike n'était pas là, il s'est rué vers le guichet de la compagnie aérienne pour faire un esclandre. Le personnel a prévenu la police sans se douter qu'on était déjà là en planque. De toute façon, on ne pouvait pas intervenir. Des collègues sont arrivés et ont escorté Forti hors de l'aéroport. Le comportement de Forti conforte les soupçons des enquêteurs. Mais après vérification de son casier judiciaire, il se révèle blanc comme neige. L'enquête s'emballe quand la police découvre dans les registres de messagerie de l'aéroport que juste avant son arrivée à Miami, Dale a échangé des messages pendant 1 heure avec Forti avant de le retrouver. Forti a menti. D'ailleurs, les relevés de ses conversations téléphoniques révèlent qu'il a appelé sa femme depuis Key Biscayne la nuit même du meurtre.
L'étau se resserrait autour d'Enrico. On avait déjà établi qu'il avait menti à plusieurs reprises. Dans une enquête criminelle, quand quelqu'un vous ment sur des éléments factuels, ça signifie qu'il vous cache des choses cruciales. Forti a donc bien retrouvé Dale à l'aéroport ce soir-là et la police veut savoir pourquoi il a menti. Le suspect répond à la convocation des enquêteurs le lendemain. L'interrogatoire a duré un moment. Il n'a pas craqué. Alors on lui a sorti les registres de l'aéroport qui prouvaient qu'ils s'étaient vus. Là, il nous a raconté que Dale devait se rendre dans une fête. Alors on lui a montré qu'on savait qu'il avait passé plusieurs coups de fil non loin de l'endroit où le meurtre avait eu lieu. Il a fini par nous dire qu'il n'avait plus de raison de nous mentir. Il nous a avoué ne pas pouvoir parler car il était en affaire avec un certain Thomas Knott, un criminel allemand qui menaçait de tuer sa famille s'il se mettait à table. Quand un enquêteur parvient à prendre un suspect dans son étau, il ne le lâche plus. La garde à vue allait durer des heures. La police pouvait se le permettre. Elle savait que Forti finirait par craquer. Après 10 heures d'interrogatoire, Enrico Forti cède enfin. Il accuse Thomas Knott d'avoir fomenté le meurtre de Dale Pike. Knott lui aurait dit « Il doit disparaître. Si tu veux t'en sortir et protéger ta famille, amène-le-moi. » Forti prétend n'avoir fait que suivre les consignes de Knott sans savoir ce qu'il projetait. John Campbell se souvient de la déposition de son suspect. Enrico est venu récupérer Dale Pike à l'aéroport et l'a emmené dans un restaurant qui se trouve non loin du lieu du crime. Il l'a déposé sur le parking du restaurant à hauteur d'une voiture blanche conduite par un colosse allemand du nom de Hans. Là, il a dit à Dale de monter dans la voiture avec l'autre individu. Et c'est la dernière fois qu'il l'a vu vivant. La police enquête sur Thomas Knott et ce qu'elle découvre concorde avec les déclarations d'Enrico Forti. Il avait été condamné en Allemagne. C'était un escroc avéré qui vivait d'arnaque. Il volait des particuliers comme des institutions publiques ou privées. Les enquêteurs découvrent que Knott a dérobé 100 000 $ à Tony Pike en lui volant ses cartes de crédit. Et lors de la perquisition à son domicile, il découvre un fusil de chasse et une facture pour un pistolet de calibre 22, tous deux au nom de Thomas Knott. C'était un indice déterminant car l'arme utilisée pour tuer Dale était un pistolet de calibre 22. Mais la police ne parvient pas à mettre la main sur l'arme, ni sur Knott. Elle traque son téléphone portable, mais le suspect ne reste jamais assez longtemps en place pour être localisé, jusqu'à ce qu'il passe plusieurs appels depuis South Beach. Cette fois, on avait de quoi quadriller le quartier. La police interpelle Thomas Knott sur South Beach. Il vit dans sa voiture et n'a qu'un billet de 20 $ en poche. Le soi-disant escroc génial vit de soda et de biscuits apéritifs achetés à l'épicerie du coin. Knott nie toute implication dans le meurtre de Dale Pike et déclare même avoir un alibi. Thomas Knott recevait à dîner chez lui la nuit où Dale Pike a atterri à Miami. 7 témoins pouvaient confirmer sa présence parmi eux. Knott déclare que 2 jours après le meurtre, Forti aurait retiré 1 000 $ à un distributeur et les lui aurait remis pour fuir la ville, car la police le recherchait pour sa fraude à la carte de crédit. Nous avons retrouvé la trace de ce retrait d'espèces sur les relevés bancaires de Forti. Knott prétend qu'on veut le piéger et affirme que le pistolet dont la police a trouvé la facture chez lui appartient en fait à Forti. Dans sa version des faits, Forti aurait acheté l'arme et l'aurait payée, mais lui aurait demandé de la mettre à son nom. Les relevés bancaires de Forti l'ont confirmé. Knott crie au coup monté. Il accuse Forti d'avoir tué Dale parce qu'il menaçait son plan machiavélique visant à voler l'hôtel de son père, Tony. À ce stade de l'enquête, on avait Thomas Knott qui accusait Enrico Forti et Forti qui accusait Knott. Ce qui semblait certain, c'est que les deux hommes étaient des escrocs professionnels. Il restait à savoir lequel d'entre eux était responsable du meurtre de Dale Pike.
Plus ils fouillent le passé de Quenotte, plus les enquêteurs se rendent compte qu'ils ont besoin d'un œil expert pour décortiquer le mécanisme de ces escroqueries et de ces fraudes. Il avait commis ses méfaits en Allemagne, mais également à Miami et dans toute la Floride. Faux, vol. Sur l'année que j'ai pu examiner, mes calculs indiquaient que ces fraudes avaient dû lui rapporter près de 250 000 $. Victor Johnson met à jour plusieurs preuves démontrant que Quenotte était en train de ruiner Tony Pike. Mais rien ne prouve qu'il ait tué son fils. Pour Quenotte, Tony Pike était une sorte de rente. Il le délestait de 4 ou 5 000 $ par mois, tous les mois. C'était réglé comme une horloge. Alors on voyait mal pour quelle raison il aurait pu décider de tuer la poule aux œufs d'or. Je ne le voyais pas capable de tuer pour une fraude, somme toute, assez peu ambitieuse. À Ibiza, les mois passent. L'enquête ne semble pas avancer et Tony ne tient plus en place. J'essayais d'éviter le sujet, mais tout le monde voulait savoir ce qui était arrivé et je n'avais aucune réponse, sauf qu'il était mort. Et qu'un salaud l'avait tué. Mais pourquoi? Face au désarroi et à l'impatience d'un père, la police est sous pression. Les enquêteurs n'ont rien d'autre sur Forti que d'importantes présomptions à cause de ses mensonges. Ils ont besoin de preuves concrètes pour l'amener jusqu'au procès. Au bout de 6 mois d'enquête, la police semble convaincue que le cerveau derrière le meurtre de Dale Pike n'est pas Thomas Quenotte, mais bien Enrico Forti. Néanmoins, elle n'a aucune preuve solide. Quand j'ai demandé s'ils avaient des preuves, ils m'ont dit non. Ils savaient que quelqu'un avait assassiné Dale. Ils étaient tous persuadés que c'était Forti, mais ils avaient besoin de preuves irréfutables pour étayer leur présomption et le poursuivre. Alors ils cherchaient. Finalement, au milieu des documents perquisitionnés chez Quenotte et Forti, les enquêteurs trouvent ce qu'ils cherchent. D'après eux, ils détiennent la preuve que Forti avait un mobile pour tuer Dale Pike. Nous avions retrouvé plusieurs copies de documents qui stipulaient que Tony Pike cédait son hôtel et toutes ses possessions à Chico Forti. Honnêtement, qui signerait un truc pareil? Vous verriez céder votre compte en banque à quelqu'un comme ça? Votre entreprise? Tous vos biens? C'est absurde. Pourtant, c'est ce qu'attestaient ces documents. Ces papiers précisent que si Forti est le nouveau propriétaire de l'hôtel, il ne l'a payé que 25 000 $ à son prédécesseur. Ces documents démontraient jusqu'où M. Forti était prêt à aller pour s'emparer de cet hôtel. Il avait fait fabriquer de faux documents susceptibles d'être présentés devant un tribunal pour faire valoir ses droits sur l'établissement. Tony Pike avait gobé les mensonges de Forti et signé des documents sans les avoir lus. Forti lui avait volé son bien sous son nez sans qu'il se rende compte du stratagème. Pourquoi j'aurais fait ça après avoir consacré 25 ans de ma vie à cet endroit et y avoir englouti toutes mes économies? À force de récolter des témoignages à Williams Island, la police découvre l'autre visage d'Enrico Forti, celui d'un homme aux affaires plutôt troubles. Il a notamment projeté d'acheter la maison bateau où Andrew Cunanan, l'assassin de Gianni Versace, s'était suicidé. Chico était sûr qu'un film serait tourné sur cette histoire et à ses yeux, la maison était un élément de décor qui pouvait rapporter très gros à son propriétaire. Mais la maison avait coulé dans la marina où elle était amarrée juste avant que l'affaire ne soit conclue. John Campbell découvre ensuite que Forti a commis plusieurs fraudes immobilières à Miami. Puis il rencontre un informateur qui lui révèle que Forti avait une dent contre un avocat qui l'avait poursuivi. Cet informateur affirmait qu'Enrico Forti l'avait engagé pour tuer cet avocat. Et il nous a décrit un plan d'action qui présentait des similitudes troublantes avec celui qui avait abouti au meurtre de M. Pike. Si la police ne peut prouver que l'informateur dit vrai, elle estime disposer d'un faisceau d'éléments suffisants pour croire Forti capable de tuer. Mais sans preuve concrète, le dossier ne peut passer l'épreuve du tribunal. La première fouille du véhicule du suspect n'avait rien permis de trouver. Forti l'avait vraisemblablement nettoyé de fond en comble le lendemain du meurtre.
On a décidé d'inspecter le véhicule une seconde fois, même si on l'avait déjà démonté pièce par pièce. On a envoyé un échantillon de sable trouvé sur le support du crochet de remorquage pour analyse. Honnêtement, je n'avais aucun espoir que ça donne quoi que ce soit de probant. Les analyses prennent 2 mois, car les scientifiques doivent comparer l'échantillon avec le sable de toutes les plages de Miami. John Campbell finit par recevoir des résultats. L'échantillon que nous avions envoyé pour analyse était, d'après l'expert, similaire à un autre que nous avions prélevé à 15 mètres du corps. La police tient sa preuve. Forti était bien présent sur le lieu du crime. C'était une preuve irréfutable à nos yeux. Avec ça, on avait enfin une réponse sur le meurtrier présumé. Les services du procureur ont assez de preuves pour inculper Enrico Forti du meurtre de Dale Pike, mais ignorent si leur dossier suffira à convaincre un jury populaire de le condamner. Quelques grains de sable, certes, mais pas d'armes du crime, ni de témoins ou d'éléments liant directement Forti au crime en question. Faire condamner l'assassin de Dale Pike s'annonçait particulièrement compliqué. 2 ans après le meurtre de Dale Pike, Thomas Knott et Enrico Forti sont entre les mains de la police. Forti est accusé du meurtre. Quant à Thomas Knott, il encourt jusqu'à 15 ans de prison pour avoir escroqué $100 000 au père de la victime, Tony Pike. La police a alors proposé un marché à Knott qui s'est empressé de saisir la balle au bond. Il a accepté de livrer des informations sur Forti et de témoigner contre lui en échange d'une réduction de peine. Mais la police avait-elle assez d'éléments à charge en plus de son témoin majeur? Jusque-là, le dossier ne reposait que sur de fortes présomptions. Or, cela convainc rarement des jurés. On avait vraiment trouvé tout ce qu'on pouvait sur Enrico Forti. Et à nos yeux, ça suffisait pour l'inculper et le faire comparaître devant un jury. Au tribunal, les témoins s'enchaînent à la barre et le procureur Reed Rubin dresse le portrait de Forti, escroc froid et implacable, devenu un meurtrier. À quelques semaines près, son escroquerie aurait été un succès. Mais Dale Pike et ses questions insistantes étaient arrivés comme un grain de sable dans l'engrenage. Dale était descendu de l'avion et Forti l'avait emmené en voiture. Il y avait forcément quelqu'un dans le coup pour l'aider à maîtriser sa victime. Parce que pour atteindre la plage en question, il faut emprunter des routes isolées et mal éclairées. Dale a forcément commencé à se douter de quelque chose. Dale s'est mis à courir pour échapper à son agresseur et la première balle l'a touché à l'arrière du crâne. Il est tombé par terre et là, le tueur s'est approché de lui a collé le canon contre la nuque et il a tiré. Il l'a ensuite déshabillé, puis traîné depuis la plage avant de le jeter dans un fossé. L'ironie de l'histoire, c'est que vers 19h30, quand il passe son coup de téléphone près de l'endroit où le corps a été trouvé, Forti dit « Je ne sais pas qui est ce Dale Pike, mais il n'est jamais descendu de l'avion. Il a dû rester en Espagne. » Pourquoi M. Forti a-t-il affirmé aux enquêteurs de la police qu'il n'avait pas vu Dale Pike alors que c'était faux? À moins qu'il n'ait su qu'on ne le reverrait jamais vivant. Ira Lowy fait partie de l'équipe d'avocats que Forti engage. Ses défenseurs insistent sur le fait que leur client est marié et père de famille. C'est un homme d'affaires brillant qui n'avait pas besoin de tuer pour de l'argent. Il n'était pas milliardaire, certes, mais il avait beaucoup d'argent et son train de vie l'attestait. Je ne voyais pas comment ni pourquoi il aurait pu convoiter cet hôtel au point de tuer. Ça n'avait aucun sens. Ce n'était pas logique. J'ai vu cet homme dépenser plus d'argent qu'il n'en avait donné à Tony Pike sur un simple coup de dé dans un casino. D'après Forti et ses avocats, le tueur n'est autre que Thomas Knott. Knott aurait eu peur que Dale ne dénonce son arnaque à la carte de crédit à la police et le renvoie derrière les barreaux. Thomas Knott avait de nombreux amis peu fréquentables, dont certains vivaient chez lui. On n'a pas de nom, mais il a certainement trouvé parmi eux un individu prêt à commettre un meurtre pour lui. Et il a utilisé Chico pour qu'il lui livre la victime sans lui dire ce qu'il projetait de faire. Au procès, la thèse de la défense semble faire son chemin dans l'esprit des jurés, au grand désespoir de Tony, présent dans la salle. Les avocats de Forti ont attaqué tous les arguments du procureur Rubin et les ont tournés en dérision.
Ça m'a sapé le moral. J'y croyais plus trop. Reed Rubin sait que son dossier est léger. Alors au moment de son réquisitoire, il enfonce le clou. Il a brandi une photo de mon fils et a dit « Voici Dale Pike à son arrivée à Miami ». Puis il a pris une autre photo, une photo de la police. Dale a le crâne embouilli, il est nu sur cette plage. Et là, il a dit « Cet homme est un meurtrier » en pointant Forti du doigt. Après les réquisitoires, le juge a demandé au jury de se retirer pour délibérer et revenir avec un verdict. Les avocats de la défense sont convaincus d'avoir partie gagnée, au point d'exiger que le passeport de leur client lui soit rendu dès sa remise en liberté, afin qu'il puisse repartir en Italie. Les jurés ne perdront pas de temps à délibérer, et 1h30 plus tard, ils rendent un verdict sans appel. Enrico Forti est reconnu coupable de meurtre. Je peux vous assurer qu'à l'annonce du verdict et après la confirmation du juge, j'ai ressenti un soulagement indescriptible. Forti est condamné à la prison à perpétuité. Il a depuis créé un site internet pour obtenir un soutien moral et financier afin de faire appel. Je suis soulagé. Tony Pike dirige toujours son hôtel à Ibiza où la clientèle est beaucoup moins sulfureuse. Un an après la fin du procès, alors âgé de 68 ans, il a épousé sa 5e femme, Dunia, âgée d'une vingtaine d'années. Les cendres de son fils sont enfouies sous un olivier planté à l'entrée de l'hôtel. Pour lui, l'affaire reste ouverte. Malgré le temps, je ne peux toujours pas parler de Dale sans avoir la voix qui tremble. Ma femme me dit de tourner la page et de ne plus vivre dans le passé, mais je n'y arrive pas. Je veux savoir qui d'autre est responsable. J'en ai besoin. Nous ne saurons jamais avec certitude si Thomas Conneaut est l'individu qui a aidé Enrico Forti à assassiner Dale Pike ou s'il a agi avec quelqu'un d'autre. Mais nous sommes certains qu'il a eu un complice. À mes yeux, s'il reste à Enrico Forti une dernière bonne action à accomplir, c'est de nous aider à mettre la main sur son complice dans cette affaire. Les services du procureur ont offert une réduction de peine à Forti en échange du nom de ce complice dont personne ne doute de l'existence. Mais à ce jour, Forti garde le silence. Ce que j'ai perdu, aucune somme d'argent ne peut le remplacer, ni rien d'autre. Quoi qu'il lui arrive, Forti l'a mérité. Peut-être que l'unique gagnant de toute cette histoire est le mystérieux Thomas Conneaut. Il a passé 3 ans dans une prison de Miami avant de rentrer en Allemagne. Quant à Tony Pike, il poursuit sa quête de justice. Ce dossier est clos. C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis.